les banques commerciales ne sont pas équipées pour ça. Il faut qu'on crée soit les banques de financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, soit qu'on trouve des mécanismes de refinancement des crédits que feraient les banques commerciales à ces secteurs-là pour pouvoir enlever le risque qu'ils pourraient ne pas vouloir garder sur leur bilan. Il y a des secteurs de l'industrie. Aux États-Unis, on a connu par exemple des institutions comme étant la Chemical Bank, qui étaient des banques au départ faites pour pouvoir prêter de l'argent au secteur de l'industrie, au moment où le pays était en train donc de construire son industrie. Donc j'estime que toutes ces institutions-là n'existent pas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous devons pouvoir penser à comment il faut les mettre en place. Mais au-delà de cela, maintenant, il y a la bourse des valeurs. La bourse des valeurs permet à un pays de pouvoir, si je peux dire, donc, sectionner les risques qu'une institution, qu'une entreprise privée peut prendre pour ne pas concentrer ce risque-là simplement dans les mains de quelques actionnaires, de faire un grand capital, mais qui serait vendu en des petites portions aux actionnaires à travers donc la bourse. Nous n'avons pas ce mécanisme-là. On a même connu un cas ici très grave, où on a eu Tengue Fungurume, qui était la propriété de Freeport-McMoran, une entreprise américaine. Quand on a voulu vendre Freeport-McMoran, on n'a pas intéressé le public congolais qui voulait devenir actionnaire ou qui voudrait devenir actionnaire donc dans cette entreprise-là. On est allé trouver donc China Molnium. On a vendu toutes les actions en bloc. Donc nous devons mettre en place la bourse des valeurs qui pourrait permettre de sectionner le capital d'une telle entreprise et de le vendre en des petites portions aux Congolais. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le cas de la banque commerciale, dans la période de la banque commerciale québécoise, qui s'est retrouvée comme ça, rachetée facilement par les banques ou par les Kenyans, sans que la partie congolaise ait été intéressée. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai suivi cette histoire-là de très près. Dès le départ, les erreurs étaient commises par le gouvernement de la RDC, mais également par la Banque centrale du Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça a commencé du temps où la Belgolaise était tombée en faillite. Et moi, à ce moment-là, je m'occupais de restructuration des banques en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Et j'ai trouvé partout où j'ai passé les succursales laissées par la Belgolaise. Et différents pays ont adopté des stratégies différentes. Il y a un pays que je ne voudrais pas mentionner parce que c'est un pays ennemi. Ce pays-là a dû prendre la succursale de la Belgolaise dans ce pays-là, a saisi les actions, a restructuré les actions pendant que ça s'est trouvé dans les mains de l'État. Une fois que la banque a été restructurée, on a revendu maintenant aux investisseurs nationaux. La banque là est devenue la plus grande banque de ce pays ennemi là aujourd'hui. Et ça fait des crédits à l'économie, ça fait des crédits donc à tous les secteurs qu'on veut. Donc c'est devenu un instrument puissant d'intervention de l'État dans l'économie. Ici chez nous, on a été aveuglés. On a eu des affairistes qui ne voient que des petites commissions qu'on peut leur donner à gauche, à droite. Ils ont vendu la banque à un individu qui était M. Forest, un Belge. M. Forest qui n'était pas un banquier. Il a fait ce qu'il pouvait, mais en réalité, la banque était complètement en train de dégringoler et il n'a pas réussi à en faire un instrument puissant de financement de l'économie. Maintenant, le gouvernement récemment a essayé de reprendre des actions donc de la BCDC, mais en revendant cela en bloc à qui? Aux Kenyans, aux étrangers encore une fois de plus, alors qu'on pouvait prendre les actions de cette banque, les restructurer avec l'intervention de l'État, des entreprises privées congolaises ou même des institutions para-étatiques congolaises. On pouvait restructurer cela avec des Congolais pour que ça devienne donc une banque congolaise. Nous avons raté l'opportunité. On a raté cette opportunité avec la BCDC qui a été rachetée par les Kenyans. On a raté l'opportunité avec TMB Bank qui a été racheté par les Kenyans. Et on a raté l'opportunité avec Afriland Bank qui est une banque camerounaise en réalité où l'État, lorsque la banque s'est retrouvée en difficulté, a injecté près de 50 millions de dollars, mais sans pouvoir modifier fondamentalement la structure du capital. Donc voilà des actions que moi je pense pouvaient être utilisées par
par la République démocratique du Congo si on veut reprendre le contrôle du secteur bancaire en modifiant l'actionnariat. Je ne dis pas de mettre tous les étrangers à la porte, mais en modifiant l'actionnariat pour y amener progressivement des nationaux étant définis comme étant l'État, le secteur privé congolais, les institutions congolaises comme la CNSS, le CNSAP, le FPI, la SONAS, des institutions qui ont des excédents de liquidité et qui ne savent même pas comment les investir. On pourrait les aider à trouver des opportunités d'investissement à travers ces institutions-là. Professeur Noël Tchani-Matanjita, puisque nous parlons financement de développement, puisque nous sommes au niveau des structures bancaires, mais allons-y tout de même parce que vous avez déjà ouvert une brèche. Quelle est la situation des banques commerciales en République démocratique du Congo? Donc, qui sont les actionnaires importants de toutes les banques commerciales visibles dans, si vous voulez, à la Gombe ou dans la ville? La situation elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que toutes les banques se trouvent dans les mains des étrangers. Et sans donner les détails de l'actionnariat de chacune des banques, mais on sait qu'il y a quatre banques ici en RDC dont les actionnaires sont des Nigérians, du Nigeria. Il y a une banque dont l'actionnariat est littéralement gabonais, avec quelques petits actionnaires donc d'ici. Il y a des banques qui sont dans les mains aujourd'hui donc des Kenya. Il y a des banques détenues par des Ouest Africains, donc Ouest africains, le Togo et d'autres pays ouest africains. Il y a des banques qui sont devenues aujourd'hui la propriété donc des banques marocaines, banque marocaine du commerce, la banque marocaine du commerce extérieur BMC ou bien Atedjirawa Bank du Maroc. Donc toutes les banques au Congo, il y a des banques libanaises, il y a des banques indo-pakistanaises. Toutes les banques appartiennent aux étrangers et il n'y a pas donc de Congolais aujourd'hui qui sont des actionnaires importants dans le système bancaire. Et moi je pense que c'est une situation déplorable. Je vais vous dire une chose, aucun pays du monde ne peut se développer avec des banques totalement dans les mains des étrangers. Totalement. Et d'ailleurs ces banques-là, elles font le contraire parfois de ce que veulent les intérêts nationaux. Je donne l'exemple de la dollarisation de l'économie. Nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui, l'économie congolaise est dollarisée à 95%, 95%. Quand on a une économie qui est dollarisée donc à ce niveau-là, notre objectif doit être de combattre la dollarisation pour que notre monnaie nationale, le franc congolais, remonte et réoccupe donc la place qui lui revient naturellement d'après la Constitution. D'après la Constitution, le franc congolais doit être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire que on ne doit pas avoir le dollar qui circule dans les transactions de tous les jours donc sur le marché. Il faut que tout le monde utilise le franc congolais. Il y a beaucoup d'avantages liés au fait que quand on utilise donc la monnaie, la Banque centrale contrôle la masse monétaire. Et quand on contrôle la masse monétaire, on peut réguler la masse monétaire. On peut décider d'injecter des liquidités ou de restreindre la liquidité et pour réaliser les objectifs que la Banque centrale donc s'est assignés. Malheureusement, quand on a la dollarisation, la Banque centrale n'est pas en mesure de pouvoir réguler la liquidité dans le système bancaire comme il se doit. Et un deuxième argument important, c'est que il y a ce qu'on appelle les bénéfices liés au fait que quand on émet une monnaie qui circule dans un pays, chaque billet de banque qui est émis a un coût de fabrication, mais il y a aussi un bénéfice qui est lié à ce billet-là. Par exemple, pour fabriquer un billet de $, le coût de fabrication est d'à peu près 10 à 20 cents. 80 cents qui restent, c'est le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Si le fabricant du dollar est le Trésor américain, ça veut dire que le bénéfice des dollars sur les dollars qui circulent à RDC est rapatrié aux États-Unis subtilement. Et quand on rapatrie tous les bénéfices aux États-Unis, ça veut dire que notre banque centrale a perdu de l'argent qui aurait pu aller donc dans son compte d'exploitation. Donc les revenus seigneuriages sont perdus. Par conséquent, nous sommes un pays qui fonctionne à perte. Imaginez simplement quand on a un PIB de 75 milliards de dollars et qu'on dit que 95% du pays, de l'économie est en dollars. Ça veut dire que 95% de 75%, approximativement je pense à 70-71 milliards de dollars, ça veut dire que cette portion-là
il est totalement libellé en dollars américains. Et que c'est les Américains qui émettent des billets pour soutenir cette économie à ce niveau-là. Et que les bénéfices qui correspondent à cela, c'est transféré aux États-Unis. Donc nous sommes un pays naïf, un pays qui fonctionne donc à perte. Nous devons mettre fin à la dollarisation de l'économie. Et vous allez trouver que les banques étrangères, elles adorent la dollarisation. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables de pouvoir prendre tout ce qu'elles veulent ici, transférer à l'extérieur, ni vu ni connu, malgré la réglementation d'échange, on s'en fout. Au niveau de la Banque centrale. Oui, mais vous avez vu pendant le procès de Jamal, vous vous rappelez Jamal, le monsieur le Libanais, là, dans le procès de 100 jours, oui. Comment est-ce qu'il a pu réussir à prendre l'argent au Congo et le mettre donc au Liban? Aux grandes dames des Congolais. La Banque centrale était là et n'a rien vu. Par conséquent, nous devons mettre fin à la dollarisation, reprendre le contrôle du secteur bancaire pour redonner ce pouvoir-là à la Banque centrale du Congo qui doit réguler notre économie d'après les objectifs de développement que nous, les Congolais, nous nous sommes assignés. Nous allons y arriver, mais en attendant, en fait, quel commentaire vous inspire les services rendus par les banques commerciales? Vous-même avez-vous une expérience et qu'est-ce que vous en dites? Oui, les banques commerciales, elles font ce qu'elles peuvent pour essayer de combler le vide. Mais en réalité, elles le font à un prix extrêmement élevé pour la population congolaise. J'ai trouvé que les frais, les commissions prélevés par les banques commerciales dans les services qu'ils rendent à la population congolaise, à la clientèle congolaise, sont juste exorbitants. Il n'y a pas de comparaison entre ce qui se passe au Congo et ce qui se fait donc dans d'autres pays. J'en ai eu l'expérience, je vais vous donner donc 2 ou 3 exemples. Vous allez dans une banque, vous mettez $1 million dans cette banque-là dans votre compte, ici à Kinshasa. Et vous avez ouvert un autre compte dans une autre banque localement à Kinshasa. Vous voulez transférer $1 million de votre compte en RDC à Kinshasa dans votre compte dans une autre banque ici à Kinshasa. Ce transfert-là, ça vous coûte 1% du montant transféré. Donc si vous transférez $1 million, 1% de $1 million, c'est $10 000. Ça va vous coûter $10 000. Mais c'est exorbitant. Pourquoi? Parce que ce transfert-là dans un autre pays, ça vous coûterait à peu près $20, pas plus que ça. Mais la réglementation dit quoi à ce sujet? Bon, je voudrais m'abstenir de faire un commentaire qui ne serait pas très agréable concernant l'organe de régulation. Quand on est aveugle, on ne voit rien. Ok? Donc moi j'estime que pour faire ces choses-là, il faut avoir vécu ça, il faut avoir connu ça et il faut connaître ce qui se passe ailleurs. Mais si on n'a jamais été dans le secteur bancaire ailleurs et qu'on ne connaît rien de ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas faire des changements ici. Je vous dis simplement que ce que je constate là, c'est abominable. Le peuple congolais est livré à la merci donc de ces banques étrangères-là. Ça c'est le premier exemple. Les transferts bancaires coûtent extrêmement cher. Et quand on dit ça coûte extrêmement cher, ça veut dire que c'est un frein au développement des affaires au Congo. Imaginez un homme d'affaires qui veut transférer l'argent de Kinshasa à Mbujimaï, de Kinshasa à Kisangani, et qu'il doit payer donc 1% du montant, mais il n'est pas tenté de pouvoir faire cette affaire-là. Il va pouvoir rester en dehors du secteur bancaire, or il est interdit de se promener avec des valises d'argent cash. Donc c'est un frein au développement des affaires dans notre pays. Deuxième exemple que je voudrais donner, je suis allé dans une banque et je leur ai dit je voudrais juste retirer l'argent cash, j'avais besoin de $3600 cash rapidement. Je suis au guichet de la banque et la banque me donne les $3600, mais avec le reçu qui a accompagné ça. Quand je regarde le reçu, on m'a prélevé $3650. Vous me donnez 3600, vous avez débité mon compte de $3650. Ça veut dire que vous avez pris $50. J'ai essayé de comprendre donc pourquoi vous prenez ça. On me dit, oh, la TVA c'est $6. Et le reste là, les $44, c'est réparti entre les commissions et les frais. Un retrait au guichet de la banque. Pourquoi on me prend de l'argent en termes donc de commission? C'est quel genre de commission? On prend des frais. Pour quelles raisons? Moi je considère, dans un autre pays, le retrait au guichet de la banque, quel que soit le montant, il est gratuit. Et ici on facture donc la personne qui a son compte là-bas. C'est comme dire à la personne, il ne faut plus venir garder l'argent dans cette banque-là parce que quand vous allez retirer, vous n'allez pas retirer la valeur faciale de votre compte. Le total de votre compte, on va vous prendre des commissions, des frais et vous allez perdre de l'argent.
Ces deux exemples-là montrent à suffisance que les banques étrangères en République démocratique du Congo abusent de la population congolaise. Et il faut que l'autorité monétaire se réveille pour dire aux gens, ça ne marche pas. C'est pour ça que je propose d'ailleurs la mise en place d'une agence à part la Banque centrale qui doit réguler, qui doit réglementer ce que les banques commerciales doivent faire. C'est pour ça que je propose la mise en place d'une agence de protection des consommateurs. Les consommateurs congolais sont livrés à leur triste sort. Que ce soit les services bancaires, comme ça on vous enlève des frais de commission qui ne se justifient pas, mais il faut voir les compagnies de télécommunications, ou bien des compagnies comme les histoires qui font le M-Pesa, Orange Money et consorts. Les frais qu'on prend sur ces transactions-là sont exorbitants. Par conséquent, on a besoin d'une agence de protection des consommateurs au-delà des services que peut rendre la Banque centrale pour protéger les consommateurs congolais, pour que, en cas donc de non-satisfaction à votre besoin, vous pouvez vous plaindre auprès de cette agence-là en appelant, en disant « Voici ce qui m'arrive ici, aidez-moi à récupérer mon argent ». Je pense que si on fait de cette façon-là, on pourra sauver, faire beaucoup d'épargne, réaliser beaucoup d'épargne dans le sens d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise. C'est vrai que vous avez établi un état des lieux alarmant. C'est vrai que vous êtes en train de jeter des perspectives pour la création de plusieurs institutions à la fois. C'est pas de nouveau alourdir le mécanisme lorsque vous voulez 3-4 banques. Avec quel argent, dans le contexte actuel, comment soutenir la création de 3, 4, 5, 6 banques de manière spécifique? Moi je crois que vous trouvez ça réaliste, mais où trouver l'argent? Mais c'est très réaliste. Je vais vous dire que nous sommes dans le pays où on a eu 3 ou 4 grandes banques nationales qui faisaient le travail de ce que je dis là. Et je vous donne d'abord l'exemple, la Chine populaire. J'étais en Chine populaire. Vous allez trouver qu'il y a 4 grandes banques nationales qui sont partout. Chaque coin de rue, vous allez trouver une agence de l'une de ces 4 banques-là. Il y a la banque de la construction, la banque du commerce, il y a la banque de l'industrie et il y a la banque de la Chine. Ces 4 banques-là sont de grosses institutions qui sont partout à travers tout le pays. Par conséquent, je souhaiterais que nous puissions avoir aussi des banques nationales qui couvrent tout le pays, mais qui ont des capitaux consistants et qui soient à mesure de pouvoir répondre aux besoins des Congolais. Et vous savez que si vous avez ces banques-là, en réalité, vous n'allez pas, si vous avez ces banques-là, en réalité, vous ne pourrez pas utiliser simplement les banques étrangères pour orienter donc pour orienter vos besoins financiers donc dans ces banques-là, des banques étrangères. Vous pourrez faire la combinaison des banques locales et des banques étrangères. Et en faisant cette combinaison-là, si les banques locales offrent des services à moindre prix, les banques étrangères seront obligées, si elles veulent être compétitives, de s'aligner sur ça. Par conséquent, je milite vraiment pour la mise en place des 4 banques nationales. Où trouver les capitaux pour faire ça? Mais tout récemment, vous avez négocié donc un contrat chinois, non? Alors, si vous dites que vous avez négocié le contrat chinois avec 7 milliards de dollars qu'on dit on a dû récolter, moi je pense qu'on pouvait récolter plus que ça. On peut récolter entre 30 et 35 milliards de dollars parce qu'il faut connaître la quantité de réserves de matières premières qui est mise en jeu et prendre un pourcentage de cela. Donc on peut mobiliser beaucoup plus d'argent que 7 milliards. Mais prenons le cas de 7 milliards. Si on allouait les 1 milliard de dollars de ces 7 milliards-là pour la création de ces 4 banques nationales, on aurait 4 banques avec un capital de chacune des banques avec 250 millions de dollars. C'est beaucoup plus grand que les banques que nous avons aujourd'hui. Donc on peut réaliser l'objectif de création des banques en état imaginatif. Non seulement en faisant appel à ces épargnes-là qu'on peut négocier avec des bailleurs tels que la Chine, les pays l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et consorts, mais aussi on peut faire appel à l'épargne publique ici localement. Si on dit que l'État va mettre autant, ou une institution, les institutions comme le FPI vont mettre autant, et on appelle le public à souscrire donc au capital.
les gens seraient très motivés à pouvoir investir donc, dans ce sens. Donc on peut, si on a l'objectif, on a la vision, on peut réaliser cette vision-là. Professeur Noël Tchani, c'est vrai que vous avez présenté un discours assez pessimiste, mais il y a quelque chose qui bouge quand même. Et je ne sais pas peut-être quel commentaire ça va vous inspirer. La création du centre financier de Kinshasa, ça va quand même dans le sens d'améliorer l'image des institutions financières en République démocratique du Congo. Oui, au fait, j'ai suivi avec intérêt les péripéties autour du centre financier de Kinshasa. Et j'ai salué le fait qu'on a quelques bâtiments gratte-ciel, si on peut appeler ça ici à la dimension du Congo, bien sûr. Des bâtiments qui font plus d'une quinzaine d'étages. Ça contribue à améliorer l'image de la ville. Ça donne l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui se font et nous saluons cela et c'est très positif. Mais j'ai été assez déçu lorsque j'ai su le contenu de ce centre financier, ce qu'on appelle le centre financier. J'ai compris que c'est le ministère des Finances et le ministère du Budget et les services connexes qu'on a mis là-bas. Je vais vous dire une chose, c'est que le ministère des Finances et le ministère du Budget ne constituent pas un centre financier. Donc on a utilisé un nom qui est pimpant, mais le contenu est vide. Et je souhaiterais qu'on puisse saisir cette opportunité-là pour, je ne dis pas corriger, mais pour bâtir un véritable centre financier au Congo. Qu'est-ce que moi je propose ? Je propose que toute cette partie-là qui part de ces bâtiments qui ont été construits en étage et qui descend jusqu'à arriver au niveau de croisement des Batété là avec l'avenue de la Justice. Toute cette partie-là, qu'on puisse consacrer cela à bâtir un véritable centre financier, un véritable district financier qui va inclure tous les ingrédients d'un centre financier moderne, comme ça se passe ailleurs dans le monde, au Nigeria, au Ghana, dans d'autres pays. Je ne vais pas mentionner les États-Unis avec le centre financier de New York ou bien de Londres ou à Paris. Alors, il faudrait que nous puissions envisager quels sont les services qui doivent être dans les centres financiers. On doit avoir les banques commerciales, on doit avoir les banques d'investissement, on doit avoir les maisons d'ingénierie financière, on doit avoir la bourse des valeurs mobilières, on doit avoir la bourse des matières premières, on doit avoir l'organe de régulation ou de supervision du marché financier, on doit avoir les boutiques financières, les maisons de courtage, les maisons de factoring, les maisons de leasing, les maisons d'assurance, tout ce qui est le paquet complet des services financiers, on peut loger cela dans ce quartier-là. Les banques dont j'ai parlé, banques de développement, banques de l'habitat, banques de développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, tout ce que j'ai mentionné là, ça peut faire partie de ce bloc-là et qui deviendrait un véritable financier, un centre financier en République démocratique du Congo. Parce qu'on est en amour maintenant avec les Turcs. Ils n'ont qu'à nous aider à construire donc autant de gratte-ciel dans toute cette partie-là. Vous vous rendez compte ce que ça donnerait comme image de la RDC. Non seulement on aura l'image, mais on aura le contenu aussi qui peut être utile pour résoudre les problèmes de financement de l'économie congolaise. Une autre question qui touche au contenu, c'est justement l'importation des dollars. Vous y avez fait mention. Comment ça se passe au niveau des banques commerciales? C'est à quel moment que les devises étrangères entrent sur le territoire national? Franchement, je suis moi choqué et scandalisé de voir que notre pays a non seulement abrité ces banques étrangères-là, mais qu'on leur donne le monopole, qu'on leur donne d'exercer des fonctions qui, je considère, sont des fonctions régaliennes. Lorsque une banque commerciale est autorisée à importer des devises étrangères, les dollars, et on importe des conteneurs de dollars, même si, avant d'importer, elles obtiennent ce qu'on appelle l'autorisation préalable de la Banque centrale. Mais moi, je pense que la Banque centrale a démissionné de ses responsabilités.
on ne devrait pas permettre aux banques étrangères d'importer des devises étrangères, particulièrement les dollars et les euros, pour satisfaire aux besoins du marché, aux besoins de leur clientèle. Ce qu'on devait faire, c'est quoi? Et ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que quand on identifie qu'il y a autant de besoins d'avoir des billets de dollars, ces commandes-là des billets de l'étranger passent par la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui commande. C'est le domaine de création monétaire en réalité. C'est la Banque centrale qui doit avoir l'exclusivité de la création monétaire donc dans le pays. Les banques commerciales peuvent faire leur création monétaire en faisant du crédit, en faisant ceci, cela. Mais en ce qui concerne donc les billets, l'émission des billets, c'est le domaine réservé de la Banque centrale. Donc, si elle ne peut pas imprimer des billets donc des francs congolais et qu'elle veut avoir donc des billets de dollars, il faut que ce soit la Banque centrale qui importe ces billets-là et qui les revend aux banques commerciales. Et au passage, la Banque centrale va se faire beaucoup d'argent de bénéfices. Nous avons une banque centrale aujourd'hui qui a un capital de 60 francs congolais. C'est 60 francs congolais. C'est-à-dire 60 francs congolais, c'est-à-dire moins d'1 dollar. Mais c'est très grave. Et on parle de la restructuration de la Banque centrale. Pour restructurer la Banque centrale, il faut commencer par lui donner des fonds qu'il faut. Lui donner le capital suffisant pour qu'elle puisse tourner normalement, pour qu'elle soit une autorité monétaire crédible. Alors, si elle n'a pas des moyens de gagner de l'argent, parce que la Banque centrale gagne son argent comment? Elle gagne son argent en faisant ce qu'on appelle, en gagnant des revenus de seigneuriage. Quand on émet la monnaie nationale, cette monnaie nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, un billet de, je donne l'exemple de dollars parce que c'est plus facile, un billet de 1 dollar coûte 10 cents ou 20 cents pour produire ce billet-là. Mais quand on le fabrique, on lui donne la valeur de 100 cents. La différence entre 100 cents et 20 cents, les frais de fabrication, de transport, de stockage, cette différence-là, on appelle ça revenu de seigneuriage. C'est ainsi que les banques centrales sont généralement très riches parce qu'elles ont une marchandise qui est la monnaie qu'on fabrique à moindre coût et qu'on vend à plus cher. Donc automatiquement, la différence, c'est le bénéfice que s'est fait la Banque centrale. Mais si, dans notre pays, 95% de la monnaie qui circule dans le pays est en dollars, et que ce dollar-là n'est pas imprimé par la Banque centrale, il est imprimé par l'autorité monétaire américaine, le Trésor ou bien la Banque centrale américaine. Ça veut dire que c'est le Trésor américain ou la Banque centrale américaine qui gagne les revenus de seigneuriage qui auraient dû normalement revenir à la Banque centrale du Congo. Et nous fonctionnons à perte. Et en plus de cela maintenant, au lieu de trouver des mécanismes même pour gagner un peu d'argent sur le commerce donc des dollars, on a donné ce commerce-là aux banques commerciales. Et la Banque centrale continue à fonctionner comme une boîte vide qui perd de l'argent au jour le jour. Si c'était dans le secteur privé, on aurait déjà fermé la banque parce qu'on aurait dit qu'elle est en faillite avec ce niveau de capital-là. Par conséquent, je voudrais qu'on puisse repenser le système d'importation des billets de banque. Le système d'importation des billets de banque par les banques commerciales étrangères que nous avons ici ne nous profite pas. C'est d'ailleurs un système qui accentue la dollarisation de l'économie parce que ces banques ont un appétit très élevé pour les dollars américains et par conséquent, on met de côté les francs congolais qu'on devait promouvoir comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Professeur Tchani, c'est très bien, le débat commence au niveau de la RTNC, dans perspectives économiques, mais au-delà de la RTNC, à quel niveau le débat devra-t-il continuer sur le plan institutionnel pour penser le financement du développement en République démocratique du Congo? Moi, je pense que nous avons des institutions qui devaient s'intéresser sérieusement à ces questions-là. Ces institutions-là sont toutes les institutions de la République d'ailleurs, à commencer par la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité monétaire, en passant par le gouvernement, qui a le pouvoir exécutif, en chutant par le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais aussi, c'est un débat qui devait envahir les esprits des universitaires, de l'élite congolaise. Nous avons des universités pour faire quoi? Pour réfléchir sur des questions qui touchent donc à la vie nationale et proposer des solutions.
on a des étudiants qui préparent des mémoires, des doctorats, des thèses de doctorat tous les jours, mais on ne touche pas à ces problèmes essentiels que je trouve sont fondamentaux pour la survie même de la République démocratique du Congo. Donc, au-delà de l'élite, il faut que ce soit les associations professionnelles. La FEC, malheureusement, la FEC, elle est aussi victime de cette emprise-là par les étrangers. Il faut que la FEC, les associations professionnelles, les banques commerciales devaient s'y intéresser, mais elles vont s'y opposer. Pourquoi? Parce qu'elles défendent les intérêts des étrangers. Alors, je pense que toute la société congolaise doit être concernée par ce que je suis en train de proposer ici, pour que nous puissions arriver au bout de compte à doter le Congo d'une monnaie nationale crédible, une monnaie qui sera la seule utilisable sur l'étendue du territoire national, et que nous puissions mettre fin à la dollarisation, parce que la dollarisation nous a enlevé la souveraineté nationale, nous a enlevé l'indépendance et nous a transformés en une colonie des États-Unis d'Amérique. Puisque vous avez évoqué l'université, comment procéder de la manière qui soit la plus efficace possible, la plus pragmatique, pour amener ce débat au niveau des universités? Il faut amener des gens qui ont cette vision-là et qui ont ces connaissances-là et qui ont vécu ailleurs et qui connaissent comment le monde fonctionne. Comment voulez-vous que l'université puisse avoir l'intelligence de réfléchir à régler de véritables problèmes en comparaison avec ce qui se passe ailleurs? Qu'on commence par recruter des professeurs de qualité, pas des recrutements politiques pour doter les universités des gens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche et qui ne peuvent pas réfléchir sur des problèmes réels, mais qu'on recrute des véritables professeurs formés dans les meilleures universités de la planète, pas simplement les petits bimbos qui ont acheté des diplômes à travers nos universités locales. Nous savons comment les choses se passent. Mais si on recrute des professeurs de qualité qui vont amener la réflexion donc à ce niveau-là, je pense que l'élite congolaise pourrait jouer un rôle positif dans la résolution donc des problèmes que rencontre le pays. Devons-nous considérer cela comme votre manière de dire un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous sommes à la croisée de chemin. Nous sommes à la croisée de chemin aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans une phase que je considère, moi, une phase transitoire qui peut nous amener vers un développement accéléré de notre pays. Et cette phase-là débute avec le deuxième mandat du président de la République, le président Fachi. Il y a eu beaucoup d'erreurs, comme lui-même il l'a dit pendant son discours d'investiture, qui ont été commises pendant le premier mandat. Les erreurs, je vous ai dit par exemple, non seulement des castings, on a placé l'homme qu'il ne fallait pas à la place qui ne lui convenait pas et par conséquent on a tourné en cercle. On a raté donc le coup pour mettre fin aux habitudes de mauvaises valeurs, là, des antivaleurs. On a donner la permission aux banques étrangères d'envahir les institutions congolaises, alors qu'on pouvait promouvoir l'entrée donc de ces banques, des nationaux dans les capitaux donc des banques. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui étaient faites. Nous avons l'occasion de corriger cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que si le deuxième mandat du président de la République doit réussir, l'un des secteurs prioritaires où il faut faire des réformes importantes qui touchent au pouvoir d'achat de la population congolaise, c'est le secteur financier. Okay? On ne peut pas réussir en ayant le secteur financier que nous avons aujourd'hui, qui nous lie les mains et qui appauvrit les Congolais, qui prend les dépôts auprès des Congolais et qui prête ces dépôts-là auprès des clients étrangers. Les clients étrangers originaires des pays d'où viennent ces banques-là. Donc, nous devons faire des correctifs dans ce secteur-là. Et pour faire des correctifs dans ce secteur, je pense que nous devons tous travailler ensemble avec l'idée de faire des propositions qui peuvent être utiles pour transformer fondamentalement la République démocratique du Congo dans l'intérêt du peuple congolais. On ne pourra pas améliorer le pouvoir d'achat des Congolais si on ne peut pas faire du crédit, si les Congolais ne peuvent pas obtenir un financement bancaire pour faire donc ces petites affaires. On ne peut pas améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Si chaque fois que vous mettez l'argent dans une banque, ce n'est plus votre argent, c'est devenu l'argent de la banque. Et chaque fois que vous voulez y toucher, on vous prélève des frais de commission exorbitants qui font que les gens ont peur même de s'approcher donc des banques. Donc, faisons ce qu'il faut faire
faut que le secteur financier retrouve la place qui lui revient dans le fonctionnement normal d'un pays. Et pour le faire, repensons la stratégie de développement du secteur financier. On a besoin des institutions congolaises animées par des Congolais, institutions qui pourront travailler avec la Banque centrale, avec le gouvernement, la main dans la main, pour répondre aux besoins réels que rencontre notre pays. Le débat reste lancé et c'est une occasion de remercier le professeur Noël Tchanimwa Davita, qui certainement remercie pour sa disponibilité, mais c'est un habitué des perspectives économiques, c'est un habitué de la RDC qui certainement pourrait accepter qu'on revienne sur le débat. Mesdames et messieurs, pour l'instant, nous mettons un terme à perspectives économiques. Perspectives économiques, ça n'est fini pour ce soir.